Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Radio ici et maintenant sur 95.2. Ce soir, j'accueille Laurent. Laurent, bonsoir. Bonsoir Clara. Alors Laurent, tu viens ici, Non pas en... non pas en tant qu'animateur radio comme d'habitude, mais comme fondateur d'une association qui s'appelle La Salamandre et qui propose bientôt une marche. Effectivement. Donc c'est l'association que j'ai créée en été 2013 et différentes activités à travers cette association, notamment dans le cadre de développement personnel ou d'événementiel. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de proposer en partenariat avec Bertrand Leroy, auteur de La Porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel, d'effectuer une marche. C'était donc du 25 mai au 29 mai. On a eu l'occasion, dans le cadre de Énergie Positive, d'effectuer une sorte de petit débriefing un mois après cette marche, de ceux et celles qui avaient effectué cette marche, de voir ce qui s'était passé pour eux dans leur vie, de ce qu'ils en avaient pensé avec le recul. Cela avait été très intéressant et en même temps, ayant vécu cette marche du 29 mai, du 25 au 29 mai, j'ai beaucoup apprécié d'un point de vue personnel. Et l'occasion donc m'est donnée à nouveau de proposer aux auditeurs et à ceux qui le désirent d'effectuer à nouveau cette marche vers le Mont-Saint-Michel du 25 septembre au 29 septembre. Alors, est-ce que ces dates correspondent à quelque chose de particulier? Oui, effectivement. Alors celle du 29 mai, c'était le jour de l'Ascension. Je trouvais que la symbolique était belle. Et celle du 29 septembre, c'est celle de la fête des archanges. Donc c'est pas uniquement la fête de l'archange Michael ou l'archange Gabriel ou d'autres, hein, c'est tous les archanges. Donc c'est une date un peu particulière, effectivement. Moi qui aime bien aussi la symbolique, comme avec Pierre Jovanovic, pour situer un petit peu, en 2008, donc le 29 septembre 2008, c'était cette fameuse crise économique qui commençait avec la chute de Wall Street, avec moins 777,7. Alors c'est intéressant effectivement puisque cette symbolique pour des traders qui aiment jouer au casino régulièrement tous les jours, et bien d'avoir un moins 777 alors que ce même nombre en positif 777 c'est le symbole pour celui ou celle qui va jouer au casino du jackpot, et bien la symbolique là a été très forte. Donc on va dire que ce 29 septembre 2008 de surcroît était, j'allais dire, synchronisé avec une fête juive très importante. Je me rappelle plus laquelle c'était, mais voilà, ce 29 septembre, fête des archanges, c'est l'occasion de se retrouver au Mont-Saint-Michel. Alors pourquoi le Mont-Saint-Michel? Je vais essayer de répondre à des questions qui m'ont été posées suite à la proposition que j'ai faite de la marche du 29 mai, parce que certaines personnes y voient une connotation religieuse. Alors il ne s'agit pas du tout de religion. On peut très bien être athée. Faire cette marche a pour but de prime abord déjà de se rencontrer. Et quand je dis se rencontrer, c'est pas forcément se rencontrer avec d'autres personnes, c'est aussi se rencontrer soi. Et peut-être que lors de cette marche, quand je parle de se rencontrer, il s'agit d'un effet miroir. Parce que des fois, le groupe peut s'avérer relativement important, qu'on n'a pas le temps de faire connaissance avec tout le monde. Au sein de ce groupe, on était une trentaine donc pour la marche du 29 mai. Et durant ces 4 jours de marche, puisque pour faire écho à celle du Mont-Saint-Michel, on était parti le 25 mai au matin de Champ Secret, c'est en Basse-Normandie. On arrive donc le 28 mai. On était arrivé le 28 mai et donc le 29 mai, c'était l'occasion donc de la fête de l'Ascension, d'aller assister aux odes qui sont des chants a cappella. Il y a des nonnes et des moines qui sont présents dans la basilique et c'est merveilleux. Je connaissais pas, hein, c'était vraiment la première fois que j'y assistais et c'est quelque chose de magique. Donc voilà, à voir, à vivre. Et puis je reviendrai sur ce que représente le Mont Saint-Michel, je dirais peut-être d'un point de vue un peu plus scientifique. Mais au-delà de ça,
C'est donc l'occasion de rencontrer des personnes. Là, on est, par exemple, avec les émissions qu'on peut faire à la radio ou d'une manière générale, dans le fait du partage. Mais un partage qui reste virtuel, même s'il y a la parole qui est jointe, c'est toujours intéressant, bien évidemment. On peut partager des idées, des concepts, etc. Mais aussi de rencontrer des gens, des personnes, c'est autre chose. Les réseaux sociaux ont ça aussi de formidable, c'est de pouvoir mettre en correspondance celles qui en sont en affinité. Et donc, lorsqu'on était parti pour cette marche du 29 mai, de rencontrer des personnes qui étaient dans, j'allais dire, une même énergie, avec des centres d'intérêt plus ou moins communs, et l'envie de se retrouver, de voir qui sont en affinité avec nous. Et dans ce sens-là, il y a eu de très belles rencontres, bien évidemment. C'est aussi, comme je le disais, l'occasion de se rencontrer soi. La marche a quelque chose de merveilleux qui a été connu il y a encore de cela longtemps, et de toute façon on n'a jamais vraiment perdu cela, parce que quand on regarde l'être humain, quand il a un peu de temps libre, qu'on s'assoit avec des amis, de la famille, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va marcher tout simplement. La nature, le contact avec la nature est très importante. Il suffit de regarder par exemple dans les parcs, ou que ce soit dans les différentes forêts qui entourent les grandes villes. Les gens ont l'occasion de prendre la voiture, de se déplacer le week-end pour aller à la campagne, entre guillemets, ou à la forêt, de reprendre un petit peu connexion avec la nature, avec ses propres racines en même temps, parce qu'on n'est pas séparé de la nature, on est la nature. Donc de faire cette marche, eh bien, c'est effectivement de prendre un sac à dos très peu chargé, parce qu'on fait quand même entre 23 et 30 km par jour. Donc si au total des 4 jours de marche, il y a 100 km, bah, on va dire que c'est du domaine du raisonnable. Hein. On se met en route le matin, généralement vers les 9 heures, et puis on arrive le soir sur les coups de, j'allais dire 18 heures, et chacun marche à son rythme, tout en gardant une cohésion de groupe, de façon à ne pas laisser ceux et celles qui peut-être auraient des difficultés à marcher, parce qu'il y a de tout, et ça va dans tous les âges. Ça peut Oui, être parce que j'allais te poser cette question justement. Est-ce que cette marche s'adresse même à des personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher dans l'année? Parce que c'est quand même pas rien, 25 à 30 kilomètres par jour, ça fait quand même 7 heures de marche. tout à fait. Eh ben, écoute, de ce que j'ai pu moi en constater, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir marcher et qui sont venues témoigner lors un peu du débriefing que j'ai pu faire avec Bertrand Leroy, et des personnes qui avaient expérimenté cette marche, des personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude de marcher, qui ne s'en sentaient pas forcément capables, qui souhaitaient baisser les bras au bout de quelques heures de marche le premier jour, et puis qui sont allés jusqu'au bout. Donc en fait, euh, marcher, c'est dans l'objectif qui est d'aller d'un point A à un point B, en l'occurrence le Mont Saint-Michel. C'est en même temps à l'image de la vie, c'est de voir qu'on a tous des rêves, de certains objectifs, des buts qu'on se fixe. Ça peut être par exemple, tu sais, le début d'année, qu'on a ces fameuses belles résolutions. Et puis, des fois, on est amené à ne pas les faire, ces résolutions, mais bon, c'est sans jugement, c'est pas grave. Mais de constater peut-être que même si on ne se sent pas le courage, alors qu'on le souhaite, qu'on le désire du plus profond de notre cœur, eh bien, on se rend compte que on le fait. Et on le fait comment? Bah, en étant dans l'ici et maintenant, un pas après l'autre. Euh, et c'est ça aussi qui est intéressant, j'y reviendrai. Alors pourquoi effectuer cette marche? Euh, donc je parlais de la notion de partage. Cette notion de partage est la première, pour moi, le premier élément à mettre en avant. Le fait de rencontrer des gens qui sont dans, donc je disais, cette même vibration, cette même énergie, de vouloir partager des choses en commun. Et puis il y a le fait de se rencontrer soi, car on ne se connaît jamais vraiment assez, hein, et même si tout à chacun peut effectuer certains travaux sur lui-même, et bien de se rendre compte de ce que ça implique réellement d'être dans l'action. Et il y a dans la symbolique de la marche, je dirais une connotation très forte avec ce que nous sommes en tant qu'être humain. Pourquoi? Alors, il y a les battements du cœur. Et ces battements du cœur ont une importance très grande, et on ne se rend pas compte lorsque l'on marche. En tant qu'occidentaux, on est souvent porté sur la réflexion. Le mental est très fort chez nous, en tant qu'Européens, on manie des concepts, on manie des idées, et même si c'est un de nos atouts, un élément très important, eh bien cela a tendance en même temps à nous couper de nos émotions, de nous couper de notre ressenti, de notre corps, de notre sensibilité. De par notre legs familial, on se met des carapaces, on se réfugie dans des je ne dois pas sentir.
parce qu'on a vécu certaines choses traumatisantes, hein, tout à chacun on a des traumas. Et le fait de marcher, surtout quand l'effort, je dirais, est soutenu dans le temps, eh bien, il y a au niveau du mental une sorte d'accalmie qui s'opère. Et c'est pour ça qu'on parle de travail alchimique quand on fait ces 4 jours. Il y a différents paysages qui sont traversés et qui d'une journée à l'autre ne se ressentent pas du tout. Et notre attitude, sans que l'on s'en rende compte, va changer tout au long de ces 4 jours de marche. J'avais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont fait leur service national. Et lorsque je leur avais mentionné cette idée de partir marcher avec un sac à dos, de me dire: oh non, non, marcher, ça je connais, j'ai fait, franchement, ça va, j'ai donné. Or, le contexte est différent déjà d'une part, et d'autre part de mettre en lumière ce qui se passe dans notre corps. Donc je parlais des battements du cœur. Euh, Lorsque l'on marche, chacun a un rythme différent. Et il est à noter que le fait de la marche en elle-même, c'est d'avoir un pied qui est posé au sol, et le fait de mettre un pied en avant, bah, finalement on est en déséquilibre. Et durant quelques instants, on est en déséquilibre avant qu'à nouveau il y ait un équilibre qui se fasse, qui est très sommaire, très rapide, avant qu'à nouveau le pied qui est en arrière se lève, à nouveau un déséquilibre qui se pose et ainsi de suite. Donc il y a alors j'allais dire dualité, mais c'est pas une dualité finalement, c'est à l'image de la vie, du positif, du négatif, du féminin, du masculin, du yin, du yang, de l'inspire, de l'expire, et bien évidemment dans cette marche saccadée, dans ce rythme qui s'opère, eh bien il y a tout un- un élément ou des éléments biochimiques qui vont s'opérer dans notre corps. Et c'est là où on va parler de cohérence cardiaque. Lorsqu'on était fœtus dans le ventre de notre mère, et ça c'est le docteur Servan-Schreiber, David Servan-Schreiber qui en parlait très bien, pour parler de la cohérence cardiaque, il, euh, il a mis cette image en avant qui pour moi est une évidence et qui comme une réminiscence de ce qui nous a connectés directement à la vie dans nos souvenirs inconscients, j'allais dire. Lorsqu'on était donc ce fœtus, on était dans cette poche d'eau, ce placenta, avec tout ce que cela peut contenir des vibrations du cœur. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on aime se pencher sur la poitrine d'un homme ou d'une femme que l'on aime, d'entendre les battements du cœur. Alors imaginez déjà qu'on arrive à l'entendre à l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur d'un corps, d'une femme, en tant que fœtus, eh bien on peut sans aucune difficulté, à mon sens, imaginer que ce battement de cœur, s'il est posé ou s'il est accéléré, s'il est soumis à un stress ou pas, l'enfant, au même titre que toutes les cellules du corps de la mère, eh bien est en syntonisation avec les battements de ce cœur. Et donc il y a cette connexion, et c'est peut-être pour ça que tout ce qui est rythme binaire, que ce soit dans le domaine chamanique ou de la trance, musique technologique, nous met dans cet état modifié de conscience. Je devrais dire peut-être un état élargi de conscience, parce que c'est bien de ça dont on parle quand on parle de cohérence cardiaque. Et le Est-ce fait de se mettre en marche, est-ce que c'est pas simplement un état où le mental, justement, comme tu disais, est calmé, au repos, tout à où fait, on n'est plus perturbé dans cet par état de un flot conscience, de... ouais, tout à fait. Et cela s'opère tout au long des 4 jours. Parce que nous sommes habitués dans notre quotidien à beaucoup réfléchir, à être dans le faire, eh bien, nous sommes plus ou moins coupés de nos ressentis et donc de ce que nous devons faire dans l'ici et maintenant. Euh, il y a donc cette cohérence cardiaque qui va petit à petit nous faire cheminer tout au long de ces 4 jours, qui va petit à petit, je dirais, non pas tant couper le mental, quoique, ça dépend de chacun, mais en tout cas le ralentir. Et nous mettre, j'allais dire, plus en phase avec l'instant présent, plus en phase avec la vie telle qu'elle est. Et de cette syntonisation, au même temps qu'il y a ce rythme de pas, et chacun a un rythme différent, et que ce rythme de pas va aller en rythme, en cohérence avec le rythme du cœur. Et lorsqu'il y a lorsqu'on prend son rythme, je dis bien son propre rythme, pas celui des autres, mais le sien, il y a quelque chose qui s'opère en nous qui est assez magique. Il y a donc le cœur qui trouve, on va dire, un rythme de croisière, qui est son rythme naturel, et il va libérer, et ça va se faire conjointement avec les deux cerveaux, les deux hémisphères cérébraux, il va libérer certaines hormones. Et ces dernières vont permettre justement aux deux hémisphères cérébraux d'être en syntonisation, de fonctionner tous les deux en même temps.
Il n'y a plus le mental qui est en effervescence, comme dans notre vie du quotidien, dans nos activités familiales, professionnelles, etc. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit qui vont se mettre en syntonisation. Alors, ça va se faire plus ou moins rapidement en fonction de chacun. Si certaines personnes vont effectuer cette marche, qu'elles sont déjà angoissées avant de faire cette marche ou pas, ça va être différent pour chacun. Mais en tout cas, à la fin de ces 4 jours et des expériences qui vont être vécues tout au long de ces 4 jours, il va y avoir une place qui va être libérée en soi. Parce que pour accueillir le nouveau, encore faut-il vider sa coupe. Et l'objectif, peut-être s'il y a un objectif, mais il se fait sans même y penser, c'est le cas de le dire, eh bien se fait en vidant sa coupe au bout de 4 jours. On a l'esprit calme, serein, et que par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie, eh bien il y a des évidences qui arrivent, qui nous apparaissent alors qu'elles n'étaient pas présentes, ces évidences auparavant de euh, notre manière d'aborder la vie, de notre hyperactivité cérébrale, de ce mental qui est tout le temps en train de vouloir contrôler, de vouloir qualifier, encadrer, etc. Donc il y a donc oui cela qui s'opère en nous d'un point de vue biochimique et en cela euh, cela peut nous aider. Alors comment cela peut nous aider? Parce qu'une fois qu'on a fait ces 4 jours de marche, il y a un retour à la vie du quotidien. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Après, il y a un autre élément qui vient se rajouter à ce qui se passe dans notre corps, à cette harmonisation du cœur, harmonisation de nos hémisphères cérébraux qui viennent s'opérer. Il y a aussi le chemin. Et j'ai eu l'occasion, à travers différentes expériences, de me rendre compte que l'être humain, foncièrement, est un pèlerin. Nous sommes faits pour bouger, nous sommes à l'image de l'eau. Et l'eau, elle est mouvante, elle se coule, elle se meut. Et l'être humain est cela. Nous sommes la vie et la vie coule. Lorsqu'on regarde d'ailleurs une eau qui est morte, eh bien cette dernière, on peut voir qu'elle ne circule pas. C'est une mare, c'est une eau qui croupit, qui ne vit pas. Même s'il peut y avoir une autre forme de vie qui se génère à partir de là, mais c'est pas l'image que je voulais en donner. Mais voilà, nous sommes des pèlerins, nous sommes des êtres en chemin sur cette terre. Et cette terre, qui elle-même, j'allais dire, tourne autour du Soleil, autour de cette Voie lactée, eh bien, elle a eu l'occasion, de par son réseau électromagnétique, de créer alors, le réseau, le champ Hartmann, et puis il y a Schumann, bien évidemment. Mais je vais commencer par le réseau Hartmann, parce que ce qu'il a d'intéressant, ce réseau, c'est qu'il signale une grille énergétique tout autour de la Terre, et que cette dernière euh, a l'occasion de faire ou de créer certains points, des centres qu'on appelle cosmotelluriques importants. Et le Mont Saint-Michel en est un. Alors, je ne sais pas si cela est encore d'actualité aujourd'hui, parce que je peux le constater, notamment avec certains invités, comme Christophe Alain, qui nous disait que les points telluriques importants de la Terre étaient en train de se déplacer, que la grille énergétique était en train de se déplacer, donc que ces réseaux Hartmann étaient en train de se déplacer. Maintenant, ce que j'en sais, c'est ce que j'ai expérimenté. Et Bertrand Leroy a eu l'occasion donc de retrouver le chemin de pèlerinage que prenaient les gens au Moyen Âge pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Et ce chemin de pèlerinage coupe la forêt de Brocéliande en Normandie, en tout cas une partie de l'ancienne forêt de Brocéliande, et c'est donc ce qu'on appelle des laits. C'est ces chemins telluriques par lesquels justement il y a cette grille énergétique qui anime toute la Terre. Et lorsque l'on marche sur ces chemins, sur ces anciens chemins de pèlerinage, eh bien, il y a certaines énergies qui nous traversent. En tant qu'être humain, nous sommes peut-être des antennes entre ciel et terre. Nous sommes parcourus aussi par ces champs électromagnétiques, que nous en ayons conscience ou non. La Terre a ce champ électromagnétique, un être humain a un champ électromagnétique, notre cœur a son propre champ électromagnétique. Donc il serait illusoire de croire qu'on est séparé de champs électromagnétiques beaucoup plus vastes. Et donc forcément, cela nous impacte à un certain degré, à un certain niveau. La seule différence, c'est est-ce qu'on en a conscience ou pas. Et que ce cheminement, ce pèlerinage, si je puis dire, n'a entre guillemets rien de religieux. C'est un chemin ou un cheminement vers soi, vers son intériorité. Et cela se joue avec des énergies électromagnétiques, mais pas seulement. Donc
Lorsque nous arrivons à ce mont Saint-Michel, en suivant cet ancien chemin de pèlerinage, eh bien, il y a ce mont Saint-Michel. Alors, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce qu'était le mont Saint-Michel il y a de cela plusieurs millénaires. Et le mont Saint-Michel, donc, alors, comme chacun sait, une une butte de terre, alors que tout autour c'est plat. Il n'y a rien à l'horizon, si ce n'est à quelques centaines de mètres le mont Tomblaine, que l'on voit aussi dans la baie du Mont Saint-Michel, et j'y reviendrai. Mais ce qui est intéressant de voir d'un point de vue historique, c'est que avant le Mont Saint-Michel était dans une forêt. Avant que la mer ait atteint là où elle en est, au même titre que l'Angleterre, les mers étaient leurs limitations étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc le Mont Saint-Michel était un tumulus qui siégeait au milieu d'une forêt. Et ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres gaéliques, pardon, eh bien, révéraient tous les ans le dieu Bélénos, qui était le dieu soleil au Mont Saint-Michel. C'est intéressant, je trouve. Mm. Donc il y a toujours cette connotation, on va dire, plus ou moins cosmique dans ce que cela peut représenter. Le soleil, c'est la source, c'est la lumière, et chacun peut y voir ou y mettre derrière les archétypes possibles, imaginables. Quand on parle de l'archange Saint-Michel, c'est bien l'énergie du ciel qui descend sur la terre, puisque ce que fait Saint-Michel, c'est qu'il terrasse le dragon. Il le tue pas, il le met en terre. C'est donc l'énergie cosmique qui rejoint l'énergie tellurique de la Terre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a ce monticule qui, on va dire, un centre énergétique très important en France. Donc là aussi, il n'y a rien de religieux de prime abord, ce qui n'empêche pas qu'on puisse croire aux anges, aux archanges si on le souhaite. Alors maintenant, je vais aborder cette basilique et ce qu'elle représente. L'être humain, et ça je peux faire référence à Patrick Bauerstein notamment, il a tout un film sur le voyage alchimique, dont un des DVD sur les 7 qui parle du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel et la basilique a été construit autour d'un puits qui se trouve donc et qui traverse le Mont Saint-Michel. Et ce puits donc est une manière où l'énergie cosmotellurique circule. Et ce qu'a fait l'être humain en construisant ce qu'il a construit tout autour, c'est une manière de canaliser cette énergie. Car si elle n'était pas canalisée, elle serait dangereuse pour l'être humain. Et si vous voulez, en tout cas, une explication de pourquoi elle pourrait être dangereuse, eh bien, il y a la même au mont Tomblaine. Et le mont Tomblaine est fermé au public. Il est entouré de barbelés. Il est sous réserve militaire. Parce que, dit la légende, bien entendu, je ne l'ai pas vérifié, c'est que des personnes y seraient allées et seraient devenues folles. Donc on voit peut-être là, je dis bien peut-être, hein, la distinction entre une énergie ou un centre cosmotellurique qui a été canalisé par des constructions comme cette basilique, cette cathédrale, qui permet, tel un instrument de musique, de pouvoir répandre cette énergie sur l'assemblée, sur l'assistance des gens présents, et de pouvoir, j'allais dire, peut-être les nettoyer. Quand je dis peut-être, là aussi, je renvoie à bon nombre de travaux qui ont été effectués, que ce soit sur les sites cosmotelluriques ou d'autres travaux qui ont pu être faits sur l'alchimie, et Patrick Borenstenas, là, nous en parle très bien, hein. Donc voilà ce qu'il peut peut-être se passer. Lorsque on marche durant ces 4 jours, on épuise le mental, on met en syntonisation euh, cette cohérence cardiaque, on met en syntonisation nos deux hémisphères cérébraux, on se rend disponible pour quelque chose de plus grand, on se rend disponible pour accueillir quelque chose de plus grand lorsque l'on se trouve au Mont Saint-Michel, et de surcroît à une date particulière. On va fêter, entre guillemets, la fête des archanges. Et il y a des points dans l'année qui ont des symboliques très importantes. Alors de même qu'on a les solstices et les équinoxes, qui sont importantes d'un point de vue cosmotellurique, eh bien on a aussi d'autres fêtes dites religieuses, mais qui sont entre guillemets une excuse pour la religion catholique qui a emprunté pour mieux se fondre dans la masse à certaines religions dites païennes et partout en Europe. Tout simplement, les anciens sites mégalithiques, comme je le disais, hein, le mont Saint-Michel, c'était là où on révérait le dieu Bélénos, le dieu soleil, pour les Gallois. Donc voilà.
Ce que je pourrais en dire, donc il ne s'agit pas tant de religion en faisant ou en effectuant cette marche. Chacun y vient avec ses propres croyances, sa propre foi, ça pose pas de problème. C'est une invitation à pouvoir se connaître davantage. Alors pourquoi? Eh bien parce que je peux entendre, de par le rôle que je joue à la radio, les différentes difficultés pour tout à chacun dans le monde dans lequel on vit à se positionner. Et quand je dis peut-être se positionner, j'entends par là des, de la colère qui peut nous animer lorsqu'on prend conscience qu'on a été, entre guillemets, trompé, lorsqu'on prend conscience que ce en quoi on croyait, politique, l'économie, les amis, la famille, eh bien s'écroule. Que les bases sur lesquelles on pouvait à un moment donné se reposer, eh bien ne sont plus là. Et quand on prend conscience de cela, il y a plusieurs éléments qui peuvent s'opérer. Et la première chose qui s'opère généralement, je parle de généralité, c'est la colère. Et cette colère, on peut la traverser. On peut en faire quelque chose de créatif. Créatif dans le sens de je crée avec cette énergie de colère, mais je crée quelque chose de positif. Car être contre quelque chose, c'est lui donner de la force. Donc il s'agit de trouver sa place. En fait, c'est ça. Ce chemin, ce entre guillemets pèlerinage vers soi, est un moyen de trouver sa place. Si, à mon sens, et ça n'engage que moi bien évidemment, tout à chacun sur cette terre, mais commençons déjà par ceux qui nous entourent, avec qui on peut partager, eh bien, peuvent trouver leur place, eh bien, à partir de là, si chacun était à sa place, il n'y aurait pas la misère sociale, il n'y aurait pas la misère morale, la misère affective, il n'y aurait pas la misère émotionnelle, il n'y aurait pas la misère des corps, euh, parce qu'on ferait les choses dans la joie. Parce qu'on serait, en amont de faire, on serait la joie, on serait dans sa joie. Et ça ne veut pas dire ne pas être entre guillemets en résistance, si je puis dire. Mais en résistance, c'est pas le terme est pas exact. Il ne s'agit pas d'être contre quelque chose. Là, en ce moment, je suis en train de regarder la série des Star Wars, Clone Wars, la série des dessins animés qu'a fait George Lucas, qui est exceptionnel, en dehors du fait que les Star Wars sont très révélateurs et sont, on va dire, copier-coller du mythe de héros, qui a eu l'occasion de parler, de mentionner, entre autres, Luc Biget, qu'on a reçu, toi et moi, me semble-t-il. T'avais pas reçu Luc Biget? Je ne crois pas, non. D'accord. Donc voilà, il y a cette possibilité de se découvrir. Et on peut, entre guillemets, jouer ou interpréter, si c'est sa voie, si c'est son chemin et si c'est sa joie, entre guillemets, un guerrier. Être, on va dire, créatif, œuvrer pour quelque chose qui nous porte, qui nous fait du bien, et mettre en déroute, je dirais, peut-être l'énergie qui était contraire ou qui souhaitait une confrontation, qu'on pourrait qualifier d'énergie négative, mais même ça, c'est peut-être un leurre. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas leur place, pour tous ceux qui ont plus de questions que de réponses, eh bien, il s'agit, durant cette marche vers le Mont Saint-Michel, de trouver soi-même les réponses. Euh, alors, chacun vit la marche différemment. Chacun le vit différemment, d'une part, par les affinités qu'il va attirer parmi les personnes qui seront présentes. Comme je le disais tout à l'heure, on ne sera pas même de rencontrer tout le monde et d'approfondir chaque relation. Il y a beaucoup de monde à rencontrer. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire que l'extérieur est un reflet de notre intériorité et que les gens que nous allons rencontrer sont des parts de nous-mêmes qui vont quelque part, sans en avoir l'air, nous donner des informations importantes sur nous-mêmes, sur ce que nous devons faire dans notre vie par rapport à des situations, des difficultés qu'on rencontre, où on pense ne pas avoir de solution. Des gens qui vont nous inspirer, qui vont confirmer certains ressentis, certaines intuitions. Donc des solutions qui vont être données pour celui qui peut-être sait écouter. Mais en tout cas, le fait de savoir écouter va se faire d'autant plus facilement que le mental va être mis à rude épreuve dans le fait de marcher. Parce qu'on va être concentré sur l'instant présent. Parce que ce à quoi nous ramène la marche, c'est où est-ce que je pose mon pied. Si je veux pas me casser la figure, si je veux pas me fouler la cheville, c'est d'être ici et maintenant. Et il n'y a pas le choix.
parce que on part le matin et que il s'agit d'arriver le soir pour pouvoir se reposer, monter les tentes, manger, etc. Donc il y a un objectif à atteindre. Et cet objectif, on constate, peut-être pour ceux qui doutent d'eux-mêmes, c'est qu'en mettant un pas après l'autre, quand bien même il y a des racines sur le chemin, quand même il y a des pierres sur le chemin, que ça fait des détours ou que ça soit en ligne droite et qu'on n'en voie pas le bout, de toute façon, il y a cet objectif du bivouac le soir. Et qu'on ne peut y arriver réellement et le plus en paix avec soi qu'en mettant un pied devant l'autre, sans se projeter, et en faisant attention où on met notre pied. Et c'est vraiment à l'image de la vie. Pour moi, le fait de se mettre en marche, c'est à mon sens une super belle métaphore de la manière dont on devrait aborder notre vie dans le quotidien. On peut avoir des objectifs. Là, en l'occurrence, c'est marcher au Mont-Saint-Michel, c'est de se retrouver là-bas, c'est le but. Mais maintenant, chacun a des buts différents dans la vie. Maintenant, comment accéder à notre but? La plupart du temps, on ne se met pas en marche vers notre but, vers notre rêve. Pourquoi? Parce qu'on anticipe, on se projette en disant, bah voilà, là je peux pas me mettre en marche parce qu'il me manque tel élément. Là je peux pas parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Bref, on se trouve toutes les excuses du monde. Maintenant, le fait de faire ce chemin, de cheminer, de mettre un pied après l'autre, et bien là, petit à petit, on se rend compte que on n'a pas besoin de se projeter, que de toute façon c'est le chemin qui va nous indiquer où poser notre pied. C'est l'instant présent qui va nous dire, tiens, t'as vu, là, il y a une pierre, ou là, t'as un trou. Donc, l'instant présent te demande d'enjamber la racine, d'enjamber le trou. Et ça, on ne peut pas l'anticiper à l'avance. De même que les rêves qui sont les nôtres, on ne peut pas anticiper les problèmes, tous les problèmes qu'on rencontrera, ou les épreuves, les barrières qu'on rencontrera. Et que chaque barrière, peut-être, est là pour nous dire, bah non, ça sera plus facile si tu passes à côté. Tout simplement. Donc, laisse-toi porter. L'instant présent te demande de mettre le pied là, mets-le là. Cherche pas à vouloir le mettre là où ça va faire mal, quoi, grosso modo. Et, et donc c'est l'occasion de se découvrir une force. C'est l'occasion d'apprendre à couler avec la vie. C'est peut-être ça le plus important. Et donc de trouver sa place. Et de se mettre en joie parce que c'est pas tant le fait d'être au Mont-Saint-Michel qui est plus important. Parce qu'une fois qu'on est là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repart. Et qu'est-ce qu'on a gardé? Bah, c'est toutes ces rencontres. Qu'est-ce qu'on a gardé? C'est tous ces événements. C'est la joie des paysages. C'est la pluie sur nos visages. C'est le soleil qui nous illumine. C'est ça qui est réellement important. C'est le chemin. C'est pas tant le but. Le but est une excuse, à l'image de peut-être ce que devraient être nos vies. Donc, cette marche est proposée pour qu'on puisse se trouver soi et qu'on puisse être plus à même de se définir, de sentir quels sont nos besoins, nos vraies envies, au-delà de ce que nos familles nous en disent, au-delà de ce que la société souhaiterait pour nous. Et en même temps, plus que cela, c'est en même temps de pouvoir avoir, à travers ces rencontres, des solutions qui nous sont proposées, comme des miroirs, qui nous disent, bah voilà, ce par quoi peut-être tu devrais passer pour que ça soit plus facile pour toi. Voici qui tu es. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas agréables vraiment à voir, mais d'en prendre, d'en prendre conscience, même s'il y a la colère qui de prime abord pourrait surgir, eh bien c'est, comme je disais, l'occasion de transmuter cette colère en énergie créatrice. Est-ce qu'il faut absolument avoir un objectif personnel pour faire cette marche ou Du on tout, peut juste la faire même en silence? tout à fait, On peut rencontrer les gens en silence aussi, on n'est pas tout à fait. obligé de parler. Mais je voulais te demander, est-ce que tu proposes une guidance, comment dire, un Oui, protocole d'échange entre les gens? Est-ce qu'il y a des partages le soir après que la marche ait été faite? alors il y avait, lorsqu'on a fait la marche au Mont-Saint-Michel du 29 mai, il était prévu que le 29, au matin, après les Audes, qu'on se réunisse, qu'on se prenne tous par la main et qu'on nourrisse des égrégores positifs pour soi, pour les autres, pour la planète, pour ce qui nous touche et ce qui nous fait vibrer réellement, ce qui nous met en joie, justement. Euh, et là, pour le coup, j'en vois aux travaux de Greg Braden et aussi peut-être de l'effet Maharishi,
et de la manière dont justement des égrégores, ces inconscients collectifs peuvent être nourris, amplifiés. Donc c'est l'occasion de donner un pouvoir au groupe par la pensée, Mm. par la prière, tout simplement. Et pas religieux, donc. Non, il ne s'agit pas de religion, il n'est pas nécessaire de prier, tout le monde le fait sans même s'en rendre compte. Une prière, c'est une intention qui est posée, tournée vers quelque chose ou quelqu'un. Et dans nos journées, il n'y a qu'à voir, on marche dans la rue, dans le métro, rares sont les moments où on va pas penser à quelqu'un, en bien ou en mal, hein, où on va pas penser à quelque chose qu'on souhaiterait hardiment, ou au contraire qu'on souhaiterait voir ne pas rentrer dans notre vie. Donc on prie sans même s'en rendre compte. Une prière, c'est une énergie, une intention qui est donnée à, et ça nourrit des égrégores, qui petit à petit, plus on va les nourrir, bah, viennent se cristalliser, si je puis dire, dans la matière, et vont devenir notre réalité dans un futur plus ou moins proche. Donc là encore, il ne s'agit pas de religion, il s'agit des derniers, c'est appuyé sur ce que tu abordes toi-même à travers tes recherches journalistiques, les dernières découvertes en théorie du chaos, en physique quantique, sur la manière dont nos esprits fonctionnent et peuvent influer sur la matière à un niveau subtil, énergétique, voire très concret. Donc à l'heure actuelle, il n'est plus, en tout cas de par les émissions qu'on peut animer, toi et moi entre autres, on n'est plus en train d'essayer de démontrer ça. On sait que ça existe. Après, on peut comprendre que pour certaines personnes qui le découvrent, ça peut paraître bizarre, etc. Donc, je ne tiens pas ici à prêcher ce genre de choses. Il y a des invités qu'on reçoit qui le font bien mieux que moi, et c'est très bien ainsi. Je mets en avant, en tout cas, à travers cette parenthèse dans laquelle tu m'invites, et je t'en remercie, à pouvoir exposer les bienfaits de la marche. Et en même temps, de pouvoir réellement être à sa place. Parce qu'à mon sens, et ça n'engage que moi, ce que je dis, on ne peut pas changer le monde si on ne sait pas ce pourquoi on est venu ici. À mon sens, on est tous venus avec des dons et des talents qui nous sont propres et on est tous différents. Et la plupart du temps, ces dons et ces talents sont cachés, enfouis. Et si vous me demandez, ah oui, pourquoi tu dis ça? Bah, je dis, mais regardez autour de vous. Regardez une grande ville comme Paris, entre autres, mais vous pouvez retrouver ça à la campagne. Les gens sont à côté de leur pompe. Même s'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent ou qui s'éveillent à eux-mêmes, et bien de constater qu'il y en a encore qui sont en chemin d'ouvrir les yeux, je dirais. Alors des fois, un petit coup de pouce, ça peut aider. Et, euh, et si tout à chacun était dans sa joie, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on ferait des boulots qu'on apprécie, on ne se laisserait plus contrôler par son compagnon, sa compagne, d'un point de vue affectif, par son patron ou sa patronne, par l'entreprise. On serait moins malléable, on s'écouterait davantage. Et d'écouter sa joie mène forcément à ce qu'on soit à sa place. Et quand on est à sa place, on rayonne. Et il est clair que dans nos vies, quelles qu'elles soient, on a plus de plaisir à voir des gens qui sont, entre guillemets, dits lumineux, qui sont en joie, qui sont le sourire facile, qui plaisantent, que de voir des gens tristes en train de se plaindre continuellement. Et on est attirés tous par des gens, entre guillemets, positifs, si je puis dire. Mais pourquoi ils sont positifs? Ben parce qu'ils font un boulot qu'ils aiment bien, parce qu'ils sont avec la personne qui leur font du bien dans leur vie intime, parce qu'ils ont des enfants qui leur font du bien. Bref, c'est tout à chacun de trouver sa place, de trouver sa joie. C'est pas à moi de le dire, mais ce cheminement vers le Mont Saint-Michel avec tous les différents éléments que je viens de mettre en perspective, si je puis dire, eh bien est une sorte de condensateur pour faire de la place en soi. Et dès le moment où on revient de cette marche, il y a la vie qui change, enfin en tout cas pour les témoignages, et même pour moi, puisque je l'ai effectué plusieurs fois, de constater ce qui se passe et ce qui se met en branle. Donc je ne peux qu'en parler, mais après il faut le vivre. Et ça, c'est tout à chacun de sentir, justement pour le coup, de savoir s'écouter. Si est-ce que cette marche, elle est pour moi ou pas? Où j'en suis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Beaucoup de personnes dépensent des milliers et des cents pour faire des stages de week-end qui coûtent parfois très cher et pourquoi pas, il n'y a pas de jugement là-dedans. Là, on demande une participation qui est raisonnable. Pour le coup, pour ce qui est du coût, je les, Oui, ren- j'allais te poser la question, je du les coup ren- tu m'es invité. oui, je les renvoie au site de Bertrand Leroy, donc le sentier.org.
Il y a toutes les explications des conseils qui sont donnés pour qu'est-ce que vous devez mettre dans votre sac pour avoir un certain poids, une certaine charge, que ce soit pas trop lourd. Pour ce qui est des chaussures, les différents éléments comme ça. Et puis il y a une participation qui est très faible. Je ne voudrais pas parler de prix à l'antenne, c'est vraiment pas l'objet et c'est largement abordable, vraiment largement abordable. Donc il y a une participation qui a un prix minimum qui est demandé. Et puis plus en fonction des bourses, parce que l'objectif aussi c'est que ça soit disponible à tout à chacun. On sait qu'il y a aussi le, euh, les frais pour se rendre sur place à Champ-Secret, donc cette commune en Basse-Normandie. Donc le train, éventuellement le bus. Après il y a la nourriture. Bon, on peut pas dire que ça soit ça qui coûte vraiment très cher, puisque vu qu'on chemine, eh bien chacun met des sandwichs, on achète du pain, on se fait des casse-croûtes. Ça va être quelques boîtes de conserve. Voilà, c'est très bon enfant pour le coup. Et puis c'est toujours agréable d'être dans l'aventure, de ne pas savoir justement ce que ce sentier nous réserve. C'est vraiment le chemin qui est le plus important. C'est là où on vit, dans cet instant présent. Ce présent qui est un cadeau. Quand vous offrez un présent à quelqu'un, c'est effectivement un cadeau. Et que le chemin nous révèle ça, que le moment présent est déjà un cadeau en soi. Et que tout s'y trouve. Et que dès le moment où on sait l'accueillir, on sait où poser le pas pour éviter de prendre cette racine ou ce trou qui était sur le chemin. Si on est en train de cheminer alors qu'on est en train de gravir une colline et qu'on est en train de penser à hier ou à demain, c'est là où on a le plus de chances de se faire mal. Et c'est vraiment à l'image de la vie, on est tout le temps en train de penser soit au passé, on a des regrets, ou on anticipe l'avenir, on a des peurs. Mais le meilleur moyen d'arriver au but ou au rêve qu'on s'est fixé, c'est d'être ici et maintenant. Tout nous est donné déjà comme indice pour où est-ce que je dois poser le prochain pas. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Où se trouve ma joie? Et ça se fait spontanément dans cet ici et maintenant. Il y a rien à faire, il y a juste à être dans l'accueil de ce présent. Juste dans l'accueil. Et la vie nous parle dans ce présent. Tu m'avais posé une autre question, me semble-t-il. Donc on a parlé du coût. Et oui, de faire en sorte que cette proposition soit, on va dire, abordable pour tout à chacun. Donc le tarif en lui-même n'est pas élevé et de pouvoir faire participer ceux et celles qui sont des fois en difficulté financière. Que dire d'autre? Je pense que j'ai dit l'essentiel, en tout cas pour moi. Est-ce que toi, tu as des questions, Clara? Euh, Tu nous parlais du site lesentier.org. C'est le site sur lequel il faut s'inscrire ou c'est le site sur lequel il y a... Alors, il y a la possibilité, alors il y a les informations sur qu'on doit mettre dans le sac, etc. Il y a les informations de base sur le 25 septembre, on part à 9 heures, donc il faut se trouver là le matin. On peut arriver la veille au soir et dormir sur place, puisque Bertrand Leroy et Valérie, sa compagne, ont le pub. Le pub. Alors, ils ont racheté ce pub là il y a peu, début de l'année. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'un pub vraiment typiquement anglais, avec de la bière du coin, de la région. Et c'est un petit village sans secret qui doit avoir 350, 360 habitants, donc il n'y a vraiment pas grand monde, et qui a ce pub au centre du village, juste à côté de l'église, et que un pub, c'est quoi? C'est public house. Et je trouve ça magnifique que finalement cette maison du peuple, eh ben, tout à chacun y vient se retrouver en fin de journée. Et c'est vrai que c'est une tradition pour les Anglais, les Anglo-Saxons, de se retrouver, et qu'importe le statut social, le soir, en train de boire une bonne pinte, et puis de discuter de tout choses et d'autres. Eh bien, en achetant ce pub, ils ont fait ils sont en train de redonner vie, je dirais, à ce village, de par leur énergie, euh, j'allais dire très positive, d'amener quelque chose de neuf et de donner un certain élan à ce coin, à cette région, et de retrouver des gens qui eh bien, vont taper le bœuf le soir autour d'une guitare, d'un piano, d'un harmonica, de chanter. Il y a un billard, il y a les jeux de fléchettes, c'est une cheminée avec des fauteuils qui sont là. C'est, on se sent chez soi. C'est vraiment la maison du peuple, dans vraiment le sens strict du terme. Donc on peut dormir la veille au soir, donc du 24 au soir. Il y a une Valérie qui fait un repas un peu style à l'indienne. On mange du dalle, des lentilles et autres. C'est très chaleureux, c'est très convivial. On passe un bon moment juste avant de se mettre en marche.
C'est super. Donc Champ Secret, donc le site internet donne des conseils sur. On peut s'y inscrire, mais il n'est pas nécessaire forcément de s'y inscrire. On peut venir là si vous ne savez pas on va dire jusqu'au 24 si vous pouvez venir ou pas. Eh bien vous pouvez décider de venir au dernier moment. Et puis si le 25 au matin vous êtes là et vous partez avec nous. L'inscription peut se faire comme elle ne peut pas se faire. C'est en fonction de chacun. Si vous avez envie qu'on vous compte, et c'est peut-être pas plus mal, dans le sens où si on est une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une centaine, eh bien on va dire, il faut des guides, des personnes qui encadrent ces personnes-là, hein. Donc lorsqu'on a effectué la marche au Mont-Saint-Michel du 29 mai, il y avait deux, trois, voire quatre guides, des personnes qui avaient déjà fait le sentier. Donc c'est important pour encadrer les personnes qui font ce cheminement pour la première fois, qu'elles se sentent rassurées. Il y a les sacs qui sont portés si besoin est. Voilà, il y a l'entraide, il y a cette solidarité qui est là, on retourne à l'essentiel, hein, tout simplement. Donc s'inscrire, ça donne juste une idée, en tout cas de l'organisation et du nombre de guides qu'il faut pour encadrer le nombre de personnes, hein, voilà. Et pour les couchages, si vous venez la veille au soir. D'accord. Alors, ce sentier, c'est toi qui le guide Non, cette fois-ci alors ou... non, je peux pas faire office de guide parce que même si c'est pas la première fois que je le fais, Bertrand, c'est son rôle. Il fait ça et il le fait très bien et il a des amis qui sont dans cette région et qui connaissent très bien la baie du Mont-Saint-Michel et on peut pas y circuler n'importe comment, hein, si ça marée basse ou pas. Donc il y a toute cette logistique-là à prendre en considération. Il y a les lieux pour dormir le soir, potentiellement. Donc, les guides sont là et Bertrand fait office de guide, entre autres. Je pense aussi à Pierre-Gilles ou à Catherine, par exemple. Maintenant, il y a des personnes comme moi et l'envie qui s'est dessinée petit à petit suite à la marche du 29 mai, c'est de pouvoir chaque soir, je ne sais pas si ça va se faire chaque soir, mais en tout cas, le souhait est là. Après, je vais prendre ce que l'instant présent me demande de prendre, hein, donc je verrai, mais c'est de pouvoir effectivement faire des invitations, soit de méditation, soit de, pourquoi pas, de prière collective. Et là, encore une fois, il n'y a aucune obligation, hein, chacun participe ou pas. Et si je donne cet exemple-là, c'est que pour la marche du 29 mai, on avait parmi nous une jeune, enfin tout est relatif, mais une, euh, une future prof de yoga qui est très douée. Et cette dernière donc avait proposé un soir de ceux et celles qui voulaient se détendre, hein, après une journée de marche, ça fait toujours du bien, et bien de pouvoir s'étirer. Et c'est ce qu'on a fait. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Sur les 30 personnes, il y avait, je sais pas, peut-être 10 personnes qui l'ont fait. Donc il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Chacun fait en fonction de sa sensibilité. Si on est fatigué et qu'on n'a pas envie, voilà, quoi, c'est comme des ateliers. C'est comme si vous étiez dans un camping. Il y a des ateliers qui sont proposés. Chacun va à ses envies, à ses occupations, vient, ne vient pas, voilà. Donc je pense qu'il y aura effectivement des propositions comme ça le soir, de petits ateliers, soit de méditation, ou autre. On verra en fonction de l'instant présent ce qui est envisageable. Et en fonction donc aussi de ce que les participants proposent Exactement, éventuellement, hein, exactement, exactement, tout à fait, Clara. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y aura cette proposition le 29 septembre au matin, après les autres, de se réunir à nouveau et d'être main dans la main tous et de faire cette prière pour soi, pour autrui, pour les autres, chacun en fonction de sa sensibilité. Je pense que c'est important. La force du groupe est d'autant plus présente, prégnante, j'allais dire, lorsqu'on effectue ce genre de marche, parce qu'on part avec des inconnus et qu'on vient avec des amis, des frères ou des sœurs, ça dépend. Et c'est pas que des mots, parce que l'intensité du travail qui a été fait en cheminant est telle que on est, j'allais dire, à fleur de peau et que on se rend compte de la chance qu'on a eue de vivre ces moments-là, qui sont uniques, qui sont importants parce que essentiels. On est des êtres avant tout sociables, on est des êtres qui sommes amenés avant tout à partager nos différences et pas à les mettre en confrontation. Et c'est pas un vain mot quand je fais ce cheminement qui pourtant n'est que de 4 jours. C'est pas grand-chose, mais en même temps c'est incroyable ce qu'on connecte
à travers cette région particulière qui est eh bien, le domaine de Merlin l'Enchanteur, d'Arthur, le Graal, etc. On part de Champ Secret, cette commune s'appelle comme ça, je trouve ça quand même magnifique. Et on part donc de ce pub tenu par Bertrand et Valérie qui s'appelle The Secret Knight, donc le chevalier secret. Il s'appelait comme ça déjà auparavant. Donc il y a un côté magique, effectivement, et c'est là où on voit la magie qui s'opère, c'est vraiment l'âme qui agit à travers nous. Quand le petit vélo dans la tête a perdu un petit peu de son élan. Mm. Ou à crever une Ou roue, à crever une roue, ouais. ou à dérailler, ou À dérailler, oui, peut-être pas, mais bon. mais normalement, il n'y a aucun risque que ça déraille, hein. Ouais. Au pire, ça se calme, ça s'arrête, hein, le vélo arrête de tourner, mais dérailler, bon, tout est possible hein, en même temps, hein. On peut supposer que le cheminement lui-même et l'effet de groupe aide aussi à cela, peut amener chez certaines personnes, peut-être, hein, je dis bien vraiment peut-être, des, euh, des remontées assez fulgurantes de peur, de colère, etc. Et ce qui nous est demandé dans ces moments-là, c'est justement d'accueillir ça. Si c'était enfoui sous le tapis, c'est qu'à un moment donné, bah, ça demande à sortir, faut accepter que ça soit là. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? La colère, elle est peut-être légitime quand je m'en aperçois, mais quand je traverse cette colère, c'est quoi les solutions? Être en colère contre le système, ok, mais après, une fois qu'on a traversé cette colère, bah, les solutions elles sont déjà là. Il y a déjà eu des précurseurs, hein. Et les précurseurs, ils remontent à bon, il remonte de tout temps, hein, il y en a eu. Maintenant, on peut remonter à peut-être des périodes charnières comme les années 60-70, qui avec la libération des esprits, de l'énergie féminine, de la liberté de penser dans tous les sens du terme, a libéré certaines choses qui étaient là depuis très très longtemps et qui étaient maintenues dans des carcans, dans des loges, dans des trucs assez fermés. Et maintenant, c'est accessible pour tout à chacun. Quand on voit Auroville en est une démonstration. Et j'aime bien en même temps cette image parce que Auroville avec Sri Aurobindo, il faut savoir que Sri Aurobindo est un révolutionnaire. Il avait été dans les grandes écoles anglaises, il avait appris pour être justement un administrateur de l'Empire britannique en Inde, donc une famille un peu bourgeoise, relativement aisée, quoi, du fait d'avoir été, me semble-t-il, brahmane dans sa lignée. Et lorsqu'il a commencé à vouloir changer les choses pour son peuple, eh bien, il est rentré en guerre. Il a été en prison. Et c'est là où il a été, dit-on, éveillé. Et c'est par la suite qu'il est parti à Auroville, en tout cas créer Auroville, parce que c'était l'ancienne colonie française De Pondichéry. Pondichéry qui se Mm. trouve juste à côté. Donc voilà, tout est parti de là et on voit comment il a transmuté, si je puis dire, cette colère pour en faire quelque chose de constructif. Et Auroville, c'était un désert. On a eu l'occasion de faire aussi des émissions là-dessus, mais je peux aussi prendre Finn Horn en Écosse, qui est exactement pareil avec Eileen Cady et son compagnon de l'époque. Ils sont arrivés dans un endroit, il n'y avait rien qui poussait. Et ils ont réussi à faire en sorte de créer une autre manière d'avoir un rapport aux plantes, d'avoir un rapport à la vie et de pouvoir transmettre cette manière d'être à soi et au monde. Donc les précurseurs ont été là, ils ont bien déblayé le terrain, ça n'a pas été facile pour eux. Aujourd'hui tout est là pour qu'on prenne ces outils-là et qu'on se les attribue très rapidement. Donc autant peut-être que il fallait attendre, puisque je fais allusion à Linkadi ou Sri Aurobindo est maire, il fallait peut-être attendre d'avoir 50, 60 ans pour commencer à se poser. Maintenant, allez, ceux qui ont la quarantaine, eh bien, ils ont ces outils-là en main et c'est beaucoup plus facile. Et puis je vois la nouvelle génération avec Lisandre, eh bien, ils en sont là quasiment où j'en suis à 40 ans. Et ça va être encore mieux avec les nouvelles générations qui arrivent. Donc ils vont avoir 10 ans, que déjà ils vont savoir où se trouve l'essentiel et ils vont y aller vite sans se poser trop de questions. Et tant mieux. Donc voilà, faire perdurer un petit peu cette flamme que nos aïeux ont pu nous faire passer et puis la faire fructifier, quoi, tout simplement. Nous rappeler qu'en tant qu'Homo sapiens, on marche Tout simplement. depuis la préhistoire, Eh oui, hein. on va dire. Ouais. On est là vraiment pour cheminer, on est des pèlerins et dans cette notion de pèlerinage revient cette phrase, je sais plus d'un Amérindien qui nous disait, je pense que tu le diras certainement mieux que moi, que nous sommes juste des locataires sur cette terre. Et C'était Jean-Louis Aubert, ça.
Non, 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 un Amérindien qui parlait de ces générations, que en fait la Terre ne nous appartient pas, nous Oui, l'empruntons à nos enfants. à nos enfants, Mm. merci. Donc voilà, c'est tellement vrai que la notion de pèlerin prend tout son sens quand, quand tu donnes cette phrase. J'entends le clic de la souris, donc voilà, je pense avoir dit, Quelle oreille! bah, je pense avoir dit l'essentiel pour cette invitation. Donc cette petite vidéo sera là présente pour, je la mettrai sur mon site internet d'ailleurs, la salamandre-éveil.fr. Et puis sur ma page Facebook, voilà, je la faire partager un petit peu partout de façon à ce qu'on soit nombreux. Ça serait le souhait, effectivement, parce que plus on est nombreux dans un même élan, et plus on nourrit un égrégore qui est positif, et plus on peut avoir d'impact dans le subtil et donc dans le matériel, si je puis dire. Donc on va faire une première respiration musicale, et puis on y reviendra Voilà. à Hein. nouveau. Alors, on rappelle juste la date avant de lancer la musique. Ouais. C'est du 25. 25 septembre, matin, 9 heures, chant secret, Basse-Normandie, lesentier.org pour les inscriptions et les détails, jusqu'au 29. Et on part du Mont-Saint-Michel le 29 en fin de matinée. Alors, je peux, pour ceux qui sont vraiment emballés à l'idée de faire cette marche, vous inviter à prendre votre journée du 30. Parce que durant 4 jours, vous allez vivre connecté avec l'essentiel. Vous allez vivre des choses, j'allais dire, relativement incroyables, et je mâche pas mes mots. Donc, lorsque on revient chez soi le 29 en fin de journée, c'est pas conseillé de prendre le boulot le lendemain matin. C'est parce que ça peut être rude la descente. Donc, se laisser au moins le 30 pour avoir un sas de décompression et reprendre il y a 30 jours Le premier. ouais, le 1er octobre. Tout à fait. Voilà. Merci à toi, Laurent. On se Et quitte en musique et on se retrouve. voilà. Tout à fait. Merci à toi, Clara.